Bienvenue à tous sur RTV, votre chaîne de télévision préférée et votre émission préférée. On en discute aujourd'hui avec mes invités et je les remercie d'être venus me retrouver. Alors, à ma droite, Christophe Roux, journaliste France Maghreb 2. Bienvenue Christophe. À ma gauche, Nabil Mechta Ziani, historien, chercheur et étymologiste. Bienvenue Nabil, merci d'être venu. Et Nasser Lajili, vous êtes ancien élu de gauche et militant associatif. Alors, messieurs, j'ai un problème. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai envie de vous demander votre avis là-dessus. Il se trouve que j'ai le sentiment qu'être maghrébin, qu'être africain, qu'être noir, c'est une question qui maintenant se pose, c'est un problème qui se pose, notamment dans les médias. Est-ce qu'il y a un souci aujourd'hui? Je regarde, j'entends, je lis la presse et j'ai le sentiment que la parole s'est libérée et que bientôt on va nous dire, écoutez, vous êtes arabe, vous êtes berbère, vous êtes congolais, vous êtes machin. C'est problématique et ça peut aller très loin parce que ça peut devenir problématique pour trouver un boulot, ça peut problématique. Enfin voilà, il y a une façon de parler aujourd'hui qui me pose question. Je me tourne vers vous tout d'abord, Christophe Roux. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi ou alors je suis complètement à côté de la plaque? C'est un sentiment qu'on peut évidemment comprendre, qu'on peut partager au vu de la situation. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, la libération de la parole a quand même du bon. Elle permet de savoir à qui on a affaire et de savoir avec qui on va échanger et puis permettre aussi de déterminer les différents paramètres qui font que, voilà, on sait qu'il va y avoir des difficultés dans tel ou tel secteur pour trouver un travail. Mais aujourd'hui, je crois que le seul objectif, le seul optique qu'il faut avoir, c'est nous sommes parents, nous avons des enfants, et leur conseiller d'aller le plus loin possible dans les études. Et je pense qu'il y a une responsabilité commune de la part de gens comme moi, de notre âge en tout cas, que nous sommes parents, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que nos enfants accèdent aux postes les plus importants de cette société, de ce pays, afin que demain, nous puissions peser. J'irais même jusqu'à dire qu'on pourrait peut-être être cette génération, ce qu'on a appelé génération sacrifiée. Faisons des efforts pour nos enfants et pour demain. C'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, je pense quand même que ça a beaucoup évolué. Par exemple, dans les médias d'Inter, on voit quand même plus de gens issus de la diversité qui sont dans les grandes rédactions aujourd'hui, sur les différentes chaînes que vous connaissez tous. Voilà, on les voit, ils sont là, et ils font du bon travail, parfois moins bien. Et j'ai un petit problème aussi, peut-être qu'on va en discuter, avec ce côté, il faut à tout prix qu'on ait des gens de telle ou telle origine. Moi, je suis de la vieille école en disant, on prend quelqu'un parce qu'il a du talent, qui s'appelle Mohamed, David ou je ne sais quoi. C'est parce qu'il a du talent qu'on va le prendre, c'est pas parce qu'il est d'origine ou qui s'appelle Mohamed ou qui s'appelle Nabil. Ça se tient, mais en même temps, s'il y a un plafond de verre, eh ben, ça empêche justement qu'on appelle Mohamed ou Fatima. En tout cas, voilà, c'est un discours qui peut tout à fait s'entendre, on va en discuter. Nabil Mechta, quelle est votre opinion là-dessus déjà, sur ce que je viens de dire? Par rapport à quoi? Par rapport au fait, est-ce qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, oui ou non, dans les médias, dans notre société, et qui peut faire craindre de mauvais jours à venir pour les gens qui seraient issus de ces communautés-là? Est-ce qu'il y a un racisme ambiant aujourd'hui? Le racisme existe depuis belle lurette, depuis le système de l'indigénat, depuis qu'il y a eu le système colonial mondial dans le système colonial français qui était au Maghreb et spécialement en Algérie, depuis d'ailleurs 1830. Jusqu'à 1945, il y a eu déjà le système du code de l'indigénat. Il est entretenu par des lois, par des partis politiques, par des associations, par la culture, par des chansons, par tout ce qui véhicule la
la propagande d'une idéologie. Donc l'idéologie coloniale, c'est une idéologie raciste, discriminatoire, etc. Donc il y a eu de Gaulle, en principe, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a aboli le code de l'indigénat, etc. Mais l'administration, les partis politiques qui existent jusqu'à présent, d'ailleurs le parti du Front National Raciste qui a changé de nom, ou le mouvement de l'extrême droite avec toutes ces composantes, véhiculent cette idéologie raciste envers les Maghrébins, envers les Arabes, envers les musulmans, etc. Nasser Lajili, vous qui êtes militant associatif et ancien élu de gauche, est-ce que dans votre parcours, vous avez constaté cette évolution ou c'est pareil, comme le dirait Nabil, ça existe depuis toujours et en fait c'est juste entretenu, ou est-ce qu'il y a eu une évolution vers un peu plus? Alors moi je ne partage pas forcément la même opinion que mon voisin sur un point, parce que je considère qu'il a soulevé un point essentiel, Christophe, tout à l'heure, quand il disait qu'il y a eu une génération sacrifiée. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui ont vécu dans les bidonvilles, ceux qui ont, malgré les difficultés et les contraintes qu'ils avaient de vivre dans des bidonvilles, ils faisaient en sorte que leurs enfants soient éduqués et qu'ils soient pleinement impliqués dans ce pays. Vous pensez aux bidonvilles de Nanterre, de Gennevilliers, ouais, et plein d'autres bidonvilles. Et ils se sont sacrifiés, ces gens-là, pour nous, enfants de ce pays. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, nos parents n'étaient pas français, nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que, malheureusement, il y a eu effectivement une banalisation du racisme dans les médias français. Quand on regarde plusieurs chaînes, bien sûr, ça c'est une analyse. Ouais. Et plus on avance, et plus ça va pas aller en s'arrangeant. Donc après, ceux qui l'alimentent, c'est ceux qui sont inactifs quand il y a des périodes électorales. Dans les quartiers populaires. Ouais. Ouais. Souvent, on a des taux d'abstention qui sont énormes et c'est ce qui fait aujourd'hui cette banalisation et ils savent que voilà, il n'y a aucune crainte parce qu'il n'y a pas de force politique claire ou concrète qui pourrait amener à se défendre face à ces hommes politiques qui ont le monopole de ces médias français. Si je peux me permettre, Nasser, il dit quelque chose d'intéressant parce que il est vrai que Nabil en parlait, le racisme qui existe depuis belle lurette, mais la seule différence, c'est qu'à l'époque, le racisme, on savait où il était. C'était Jean-Marie Le Pen, c'était De Villiers, c'était tous ces gens d'extrême droite. Aujourd'hui, pardon de vous le dire, mais il est à gauche. Le racisme, il est à gauche aussi. Au sein de la France Insoumise, qui vont chercher les gens en période d'élection, et Nasser peut le dire, pour les solliciter, pour voter. Et puis au moment de les investir pour aller sur le terrain, pour être député, ah bah là, il n'y a plus personne. On est squeeze. C'est-à-dire, Christophe, c'est-à-dire que il n'y a plus personne. Moi, je connais clairement des gens qui se sont vraiment investis, qui ont vraiment fait le taf. Vous savez ce que c'est que de militer en période de campagne électorale et compagnie. Quand il s'agit après d'avoir son tour, c'est-à-dire de se dire bon, peut-être que c'est à mon tour d'être député, eh ben on vous investit pas parce qu'on vous dit peut-être qu'un blanc ça passera mieux que quelqu'un d'origine. Voyez, alors on vous investit dans des endroits où c'est sûr qu'ils ne vont pas gagner ces élections. Donc c'est histoire de dire qu'on a mis un taux de pourcentage. Et puis il a perdu, et puis voilà. Bien évidemment. D'accord. Donc le racisme, il est partout. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Il est dans les médias, il est dans les institutions politiques, de gauche, hein, cette fameuse gauche qui défend implacablement les gens aussi de la diversité. Mais pardon, ce sont les premiers à être vraiment vecteurs de racisme. Oui, parce que seulement il relève d'un système qui existe depuis longtemps. C'est seulement qu'il n'avait pas eu l'occasion d'être démasqué. Mais sinon, au sein même de la gauche, depuis même avant les indépendances des pays du Maghreb en 56 et en 62, il y avait au sein même des communistes, des socialistes, etc., du racisme qui se pratiquait au sein même de leurs institutions. Voilà. Donc il ne faut pas croire que le racisme ambiant, il existe seulement chez l'extrême droite. Non, non. Le racisme, c'est un système, c'est une idéologie systémique qui existe dans la société française à partir même,
j'irai plus loin, à partir même des croisades, c'est-à-dire à partir même du XIIe siècle, la première croisade, elle était déclenchée où? C'était en France, c'était à Clermont-Ferrand, oui, mais ça n'a rien à voir avec le racisme, Nabil. Mais tout est lié. Non, tout est lié. Je veux dire, l'idéologie, elle est liée. L'idéologie coloniale, raciste, elle est liée également. Les croisades et le colonialisme, je mettrai une différence franche entre les deux. Je vais vous dire pourquoi. Oui, j'aimerais bien. Oui, parce que, en fait, pour moi, les croisades, je me souviens, j'avais fait mes études d'histoire là-dessus. Enfin, j'avais fait ma maîtrise d'histoire sur les croisades. Et c'est on va dire deux ensembles qui s'affrontent. Mais il n'y a pas de racisme, parce que le racisme a une définition bien claire. C'est considérer qu'il y a des races différentes et surtout considérer qu'il y a une hiérarchie dans les races. Le colonialisme, oui, mais les croisades, non. Vous voyez? Donc il y a une grosse différence. Il y a la guerre, mais c'est parce qu'il y a la guerre qu'il y a le racisme. L'Inquisition en Espagne contre les Arabes et les musulmans, c'était aussi des croisades qui sont venues du Nord pour envahir les Arabes et les musulmans à partir des stéréotypes et des préjugés raciaux aussi. C'était les Castillans qui ont été financés par le Vatican et d'autres pays pour envahir un territoire qui leur appartient même pas. D'accord. Les Castillans ne sont même pas espagnols. Nabil. Laissons les Castillans. La Reconquista, ils ont reconquis quoi alors que ça leur appartenait pas? C'est pas grave. Nabil, c'est un truc de laissons fou. les Castillans où ils sont. Mais par contre, j'ai une question pour aujourd'hui. J'ai une question pour aujourd'hui. Il ne faut pas. J'ai une question pour aujourd'hui, Nabil. Une question pour aujourd'hui, si vous permettez. Parce que moi j'ai le sentiment que, vous parliez tout à l'heure de racisme entretenu, et ça m'intéresse. Parce que j'ai le sentiment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus aussi, que finalement, dans la société française, bon, il existe aussi, sûrement, mais il n'est pas vraiment là. Et qu'il est qu'il est surtout présent et entretenu, et dans les médias, et dans les institutions politiques, mais pas dans le peuple. Chez le peuple, les gens, ils sont ensemble. Absolument. Ils font ensemble. Totalement. Oui, il a dit, c'est quand même important de le souligner. Bien sûr. Le peuple français, dans son ensemble, il y a toujours quelques... Voilà. Elle subit. Oui. Le peuple français Mais subit. voilà, c'est entretenu à la télévision. Absolument. Pas chez les gens. Absolument. Chez les gens, ils se marient entre eux, ils font du business entre eux. Parfois, ils se bagarrent, ils se réconcilient. C'est qui l'entretient. Alors, Christophe d'abord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, c'est entretenu par la sphère politique, par la sphère médiatique. Et intellectuelle. Et intellectuelle, des pseudo-intellectuels, hein, parce que bon, entre guillemets, je sais pas où vous situez le cursus. Le cursus de l'intellectuel en France, moi je considère qu'il n'y en a pas énormément. Ceci étant, quand vous sortez un peu de Paris, quand vous allez un peu dans les campagnes profondes où on se dit, oulala, là le racisme va battre son plein, si le mec qui regarde le journal de TF1 et qu'on lui parle effectivement que des problèmes dans les quartiers populaires, il va être forcément qu'il va devenir un peu craintif. Voilà. Mais quand il va commencer à rencontrer des gens comme vous en plateau aujourd'hui, des Nader, des Nasser et des Nabil, il va se dire, ah, c'est des gens bien finalement, c'est des mecs. C'est des mecs qui ont de la réflexion, ils ont de l'intelligence. On va aller boire un verre ensemble, on va discuter, on va apprendre à se connaître. Et c'est là, en fait, c'est la différence qui fait peur et qui est entretenue. Moi, pour avoir parcouru quand même pas mal de régions françaises, je suis clairement de ceux qui disent les Français ne sont pas racistes. Ce sont les responsables de ce pays, les institutions qui le sont ou qui peuvent l'être. Voilà, qui l'entretiennent. Mais le peuple français n'est pas raciste. Je refuse qu'on dise ça. D'accord. Nasser. Non, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Christophe. Effectivement, malheureusement, nos médias sont en train d'alimenter, on va dire, ce racisme permanent qu'on voit à la télé, ou voilà, les faits divers. Quand on parle de faits divers, tout de suite, quand il s'agit de quelqu'un issu de l'immigration, on va tout de suite sortir son nom, son prénom, son origine, d'où il vient, etc. Et quand il s'agit de meurtres comme des différents meurtres qu'on a pu voir à la télé, on a pris beaucoup de temps pour commencer à dévoiler le nom de la personne. Mais après, je rejoins totalement quand Christophe il dit que les Français ne sont pas racistes. On n'a jamais vu autant de mariages mixtes dans ce pays. Oui. Regardez bien. Qui bossent ensemble, bien sûr. Toute cette diversité, tous ceux qui vivent la même chose en vérité. Parce que le Français de souche ou le Français issu de l'immigration vit exactement les mêmes difficultés
quand il est au travail. Quand il touche le même salaire que son voisin qui est africain ou maghrébin, eh ben, il a les mêmes contraintes, il a les mêmes difficultés. Donc pour lui, il n'y a pas de différence sur la question ethnique. Et ils se battent ensemble Absolument. pour les mêmes causes. Et ils sont dans des syndicats, ils sont voilà, ils militent ensemble, ils font diverses, ils ont plusieurs moyens de militer à travers ce racisme permanent. Voilà. Exactement. C'est ça que j'observe dans la vie quotidienne. Moi, je vois les gens ensemble. Absolument. Absolument. Comme il a dit Christophe, ce système racial ou raciste discriminatoire, il est entretenu de génération en génération par qui? Par les intellectuels, certains intellectuels, certains politiques, certains artistes, certains culturalistes, certains toute la sphère qui englobe la culture, etc., sont là pour perdurer ce système-là. Alors, Certains militants aussi, hein. Faut le dire aussi. Oui, parce qu'on peut mettre les pieds dans le plat. Politiques et Je sais que Nader adore mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certains militants de la communauté maghrébine qui entretiennent aussi? également. C'est-à-dire en quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des militants, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des militants aujourd'hui qui ont trouvé cette islamophobie permanente à dénoncer et qui en font un business. Voilà, on va le dire clairement, aujourd'hui, l'islamophobie n'existe plus, ces gens-là n'existent plus. Et c'est entretenu par certaines personnes qui ont tout intérêt à ce que ça perdure, à ce que ça soit là pour exister, pour permettre d'être le héros de Twitter d'un jour. Enfin, voilà, il faut aussi le dire, il y a aussi des gens qui profitent un peu de la situation et qui en font un business. Des profiteurs. Voilà, des profiteurs. Là-dessus, je suis un peu en islamophobie. Là, les profiteurs, il y en a partout. Là, je suis un peu mesuré par rapport à ça. C'est parce que, alors, attention, qu'il y ait des gens qui profitent. Oui, Les effectivement. profiteurs, tu trouveras chez les politiques, ça chez les n'empêche- plombiers, chez les mécaniciens, partout on trouvera des opportunités et des exploitations pour profiter d'une situation telle. Et même des malades, eh ben, il y en a certains, il y en a beaucoup qui en profitent, profitent des malades. Parce que c'est intéressant. En fait, c'est-à-dire que, justement, ça m'amène à la question suivante, c'est que si tout cela est entretenu, c'est qu'effectivement, des groupes, des institutions, des structures y trouvent un intérêt. Donc moi, l'intérêt, en fait, si vous voulez, celui qui fait son buzz sur Twitter, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du racisme contre les musulmans, de l'islamophobie, etc. Ça existe, Parce qu'on malheureusement. va pas faire encore un déni. Hein, Non, un déni de certainement, ce qui certainement existe. pas. Nous-mêmes, on va s'autoflageller. Certainement pas, certainement pas. Mais après, s'il y en a qui en profitent, effectivement, oui, c'est pas nouveau. c'est Mais une réalité. ça montre quelque chose d'intéressant. Ça, parce qu'ils se nourrissent les uns les autres. Vous voyez? Comme toutes C'est-à-dire les que dialectiques. les politiques, moi, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qu'on observe? Je crois, donnez-moi votre avis, c'est que ça monte à son paroxysme en période électorale. C'est bien que on veut, si vous voulez, parler de problèmes qui en réalité existent partout, mais il n'y a pas de quoi non plus en faire le problème principal, même s'il y a des questions à régler, il y a des soucis effectivement, etc., etc. Mais on a la chance en France d'avoir des professionnels qui savent bien se préoccuper de ces soucis-là. Moi, j'ai l'impression que finalement, oui, on en parle uniquement, non pas pour régler ces soucis qu'il faut régler, mais uniquement pour entretenir cela, parce que ça intéresse particulièrement en période électorale. C'est pour ça qu'on a intérêt peut-être à faire monter la sauce pour que... C'est des profiteurs aussi, voilà, ils profitent des élections et des périodes électorales pour faire sortir à chaque fois leur propagande et leur souci. C'est-à-dire que des profiteurs, ils existent partout. Mais leur intérêt, c'est que rien ne change. Voilà. Leur intérêt, c'est que tout reste en place. Absolument, et d'autant plus que quand je parlais tout à l'heure des militants effectivement qui sont connus pour défendre l'islamophobie, pour lutter contre l'islamophobie, voilà, je parle pas évidemment je parle d'une petite minorité. Hein. Attention qu'on s'entende bien. Il y a aussi des gens très sincères et qui ont fait le boulot et qui ont aussi qui ont aussi fait des sacrifices de famille, etc. pour aller
sur les plateaux, pour aller sur le terrain, etc. Et ils sont de plein droit. Par contre, il y a une chose très intéressante à observer. On parle énormément dans les médias des femmes voilées. Est-ce que quand on parle des femmes voilées, vous en avez une en plateau? Non. Très rarement. Est-ce que quand on parle des femmes dans ce pays, pour X ou Y raison, vous avez une femme? Non. Très rarement. C'est souvent des hommes qui parlent à la place des femmes. Et c'est là tout le problème, en fait. Moi, qui suis journaliste dans une radio, quand on parle d'un sujet, la moindre des choses, c'est d'inviter une personne qui est concernée par le sujet. Sinon, on va être là, comme aujourd'hui, à parler d'un sujet sans les personnes intéressées. Et c'est là tout le problème. Il faut qu'on ait cette confrontation qui puisse se faire. Et, alors, je ne veux pas faire de pub pour une émission, pour un animateur en particulier, mais après, voilà, il faut aussi... tout n'est pas parfait. Mais le seul, aujourd'hui, ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité, le seul de le dire qui va être capable d'inviter sur son plateau des gens pour venir parler de leurs problèmes, Hanouna. On en pense qu'on en veut, c'est Hanouna. Mais pourquoi il n'y a que lui, Christophe? Parce que c'est le mec aujourd'hui qui a trouvé un concept, qui a trouvé une certaine confiance au sein de sa direction. C'est un peu le patron de la chaîne, Hanouna, aujourd'hui. Il fait des audiences de fou. Il a ouvert... Et je pense que vraiment les Gilets jaunes ont été très importants pour lui. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, rappelons-nous de ce qui s'est passé, sont venus dans son émission, ont un peu pris l'émission d'assaut en revendiquant des choses. Et là, il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Et il les a reçus. Et c'est devenu d'ailleurs assez... Voilà, c'est devenu le porte-parole des Gilets jaunes pendant très longtemps, des premières années en tout cas. Et aujourd'hui, il a compris que d'aller parler des problèmes, on peut en faire un buzz, ça marche. Vous savez, lui, il n'est pas pour défendre qui que ce soit, il est là pour faire du buzz. Hein. Il est là pour exister, il est là pour qu'on parle de lui sur Twitter, en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de lui. Ouais. Voilà. Mais force est de constater, et ça fait mal, Nabil, pardon, mais aujourd'hui, dire que c'est Hanouna, le clown du PAF, qui est là en train de donner la parole à toute cette diversité. À toutes ces identités, justement, à toutes ces entités. Ces identités, Nabil. Ces hommes politiques. Nasser. Oui. Non, ces hommes politiques. Mais après, soyons aussi honnêtes entre nous. Qu'est-ce qui alimente le racisme? Ouais. Regardez dans nos quartiers populaires. Tout à l'heure, Christophe, il parlait d'un point sur les minorités qui défendent la cause de l'islamophobie, etc. Mais c'est la même chose dans les quartiers populaires. Malheureusement, les minorités aujourd'hui, c'est ceux qui se font le plus voir. Quand il y a des dégradations, quand il y a des dégâts dans le quartier, c'est ce qu'on va viser en premier. Donc, et 80% ou 90% des personnes qui vivent dans ces quartiers, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. 3/4 sont dans des études supérieures, d'autres travaillent à l'extérieur de banlieues, de quartiers. Donc on choisit sur qui mettre la caméra. Absolument, c'est pour ça que voilà, il y a tout ça qui alimente ce racisme permanent dans ce pays. Et tant qu'on n'aura pas, et moi je le dis, hein, je le répète et j'insiste là-dessus, tant qu'il n'y aura pas une levée, on va dire, électoraliste, parce que c'est ce qui se passe, c'est les électeurs qui feront changer la donne. Quand on voit dans nos quartiers populaires ou dans nos communes, dans laquelle on a plus de 60% issus de l'immigration, ne vont pas aller voter et qui sont représentés par des gens qui sont très loin de ce qui pourrait... ce qui pourrait reprenter la ville, la commune. Des fois qui sont... On se pose la question. De l'extrême droite. Absolument, fois, absolument. Ou Mantes-la-Ville. Ou Mantes-la-Ville. De l'extrême droite. Ou Mantes-la-Ville qui était à plus de 60% des gens issus de l'immigration. C'est l'extrême droite qui avait pris et qui a reperdu parce que les gens ont pris conscience. Alors on va beaucoup parler de ça. On va beaucoup en parler ici. On en discute. On en discute. Prenez la ville d'Evry, la ville d'Evry, que je connais un petit peu, Manuel Valls, on connaît le personnage. Absolument. Comment c'est possible qu'un mec puisse être élu député après tout ce qu'il a fait? Bon, il ne l'est plus aujourd'hui, heureusement pour nous. Mais parce qu'il y a le clientélisme, parce qu'il connaît bien la mosquée d'Evry, parce qu'il va les rencontrer, parce qu'il dit, et puis parce que aussi, les gens de cette communauté disent, t'aurais pas un petit appartement? T'aurais pas un petit truc pour mon frère? Absolument. Voilà comment ça marche. Comment un mec comme Manuel Valls, comment le système d'assaut a pu perdurer pendant des années à Corbeil. Essonne. Alors, revenons à ce mot. Non, mais on y est depuis tout à l'heure, parce que c'est une question sur les identités. Est-ce que toutes les identités sont les bienvenues de la même façon après des années et des années de présence et d'énergie fournie? Malheureusement, non. Toutes les identités ici, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires, ne se valent pas à égalité. On est dans un pays où les devises depuis la Révolution française de 1789, c'est l'égalité, liberté et fraternité.
Or, quand on voit la réalité dans la société française, eh ben non, eh ben l'identité arabo-musulmane, arabo-islamique, arabo-orientale de façon plus large n'est pas égale aux autres identités par rapport à sa promotion, c'est-à-dire on fait promouvoir les autres identités avec toute liberté, par exemple les Chinois, les hindouistes, les bouddhistes, les protestants, les ceci, les cela, mais quand il s'agit de l'identité arabo-orientale de façon plus large, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de l'islam pendant 14 siècles, mais qu'on parlerait par exemple sur les Arabes phéniciens, carthaginois du Maghreb ancien, avec le grand général Hannibal qui est venu jusqu'en France ancienne, jusqu'aux Alpes. Il a escaladé les Alpes avec ses éléphants, il est parti jusqu'à Rome, entouré Rome pendant 15 ans, etc. Et toutes les influences et les sciences qu'ils ont ramenées avec eux dans l'ancienne France. Et ça, on n'en parle pas. Les vestiges, l'étymologie, l'anthropologie, l'ethnologie, enfin toutes les sciences humaines et sociales. Oui, mais qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il y ait cette transmission avec les nouvelles générations? Et c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il n'y a pas de liberté, que ces générations ou les élites de cette communauté arabo-musulmane en France, elle est ligotée. Elle est ligotée par un système. Ligotée par qui, Nabil? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche qui que ce soit aujourd'hui de prendre son téléphone, de prendre un réseau social très connu, très viral, ok, et de donner ce magnifique enseignement que vous venez de donner, par exemple. Absolument. Personne ne le fait. Absolument. Mais la réalité, où est-ce qu'elle est? C'est qu'il y a une espèce... Alors, non, mais attendez, oui, très bien, non, mais là aujourd'hui, c'est même pas la peine de passer dans un média. Ou si, bien, une autre forme de média. Vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez Instagram, pour en citer 3, vous en avez d'autres. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un aujourd'hui de dire, vous savez quoi? Moi, vous voulez connaître la culture arabo-musulmane, vous voulez connaître la culture, quelle que soit la culture, personne n'empêche. Absolument personne. Mais vous savez pourquoi c'est pas fait? C'est parce qu'il y a un abrutissement général des gens médiocrité aussi. Qui veulent du contenu, de la bassesse, du contenu. Ça s'appelle contenu. Qui est responsable alors? C'est le public? Alors, qui est responsable? C'est le public ou c'est les diffuseurs? Mais Christophe, moi j'ose le dire, le public est aussi responsable. Et pourquoi il ne serait pas aussi responsable de ce qu'il choisit de regarder? Au nom de quoi? Au nom de quoi il serait exempt de toute responsabilité de sa fainéantise? On a le droit de décider de ne pas avoir un sac poubelle à la place du cerveau. On a le droit. Moi je vous invite tous à décider de ne pas être des sacs poubelles. Vous avez aussi l'obligation, vous avez aussi le choix aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qui existent, de choisir les contenus que vous allez regarder. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est comme ceux qui disent, je regarde la télé, je regarde Arte quand on voit les scores d'audience. Comment? C'est comme ceux qui disent, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Bah, je regarde Arte. Ah oui, bah, bien sûr, tout le monde te croit. Vu l'audience qu'elle fait Arte, évidemment, on croit tous que vous regardez tous Arte. Ouais. Par exemple, Jean Pruvot, que j'ai invité, etc., qui est un ami à moi, il a écrit sur c'est un grand académicien, personne ne l'invite, c'est-à-dire toute la communauté arabo-musulmane, et il me l'a dit plusieurs fois, il ne l'invite pas, il n'y a que Arte qui l'ont invité. Les autres, ils ne l'invitent pas. Pourquoi? Parce qu'il parle de la culture arabo-musulmane et de l'influence de l'étymologie ou de la toponymie sur la France. C'est tellement intéressant. Pourquoi ils ne l'invitent pas? Parce qu'il n'est pas intéressant pour eux. Ce qui est intéressant pour eux, c'est la médiocrité, c'est-à-dire d'inviter les sorciers, d'inviter Madame Soleil, d'inviter des petits rappeurs. Non, mais je sais que ça n'existe plus, mais c'est une symbolique, quoi. D'inviter les marabouts, quoi. Monsieur, il nous reste quelques minutes. Donc, nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit.
il n'est pas arabe, il est français gaulois et il parle de l'appartenance du Maghreb à la culture arabo-orientale depuis des millénaires, depuis 5000 ans, depuis 3000 ans et depuis la culture arabo-musulmane. Eh bien, les médias maghrébins, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Voilà comment ils font pas. Nabil, c'est reçu, on va le contacter. Moi, je vais le contacter personnellement. Non, mais il a raison, il a raison. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais soulever, parce que là, on parle du racisme. Pour conclure. Il faut aussi qu'on arrête aussi de regarder ce qui se passe aussi en France. Il faut qu'on soit capable de regarder ce qui se passe dans nos pays d'origine. Le racisme n'existe pas en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Si. Le racisme anti-noir n'existe pas. Totalement. Christophe, ce sera l'objet d'une émission. C'est important parce que moi, une fois, j'ai abordé le sujet à la radio avec quelqu'un qui venait du Sénégal, Ousmane Timéra, et des Maghrébins en plateau. Et franchement, sincèrement, les Maghrébins n'acceptent pas, redit ce racisme qui est là permanent. Non, mais c'est important aussi de dire que le racisme... On en parlera, j'avais reçu Ousmane Timéra d'ailleurs. On en parlera, c'est un thème à ne pas éviter. Il existe aussi au Maghreb, le racisme. Oui, j'ai bien entendu. Il est partout, il n'est pas en France. Nous, on veut des solutions j'ai bien entendu. À la communauté musulmane en France. Quels sont vos avis et quels sont vos... c'est-à-dire comment vous voyez l'avenir pour promouvoir la culture arabo-musulmane, notamment la langue arabe qui est enseignée de façon archaïque dans les mosquées et dans les écoles. Malheureusement, la plupart des écoles qui enseignent la langue arabe, elles ne véhiculent pas avec elles l'histoire des Arabes. Est-ce que je peux provoquer elles ne véhiculent pas ça. C'est vraiment lamentable. C'est minable. Merci, c'est la misère de l'esprit des élèves la culture arabo-berbère de préférence. Juste un mot. Juste pour conclure, Nasser. Moi, pour conclure, pour on va dire évoluer et améliorer cette question d'éducation qu'on va apporter à nos enfants, je pense que c'est d'accompagner nos enfants dans la meilleure éducation pour qu'ils apprennent. On n'est pas obligé d'attendre qui que ce soit pour apprendre à nos enfants l'histoire de nos ancêtres, etc. Et je pense que ça, c'est un vrai travail. Côté, on va dire, et effectivement, c'est vrai, la transmission qui peut se faire à travers les réseaux sociaux. Et on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une émission de télé pour en discuter. C'est qu'il y a des choses, tout est à notre portée. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ce qu'on a aujourd'hui, on peut le développer avec l'ensemble des générations. Messieurs, merci beaucoup. Ce fut c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Vraiment, je vous remercie. Et plaisir et désir pour s'en souvenir et revenir. Avec plaisir. En gardant toujours le sourire. Et on parlera de culture arabo-berbère la prochaine Ça fois. tout ce que vous voulez. Très bien, mais écoutez, merci donc pour cette deuxième partie d'émission. Alors, Nabil Mechta, vous restez avec moi. Et on accueille Jamel Gessoum, vous êtes directeur d'un centre de recherche sociale. Monsieur Abdeslam Hitache, vous êtes politique, Europe, écologie, les Verts. Messieurs, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien qu'on se dise. C'est, me semble-t-il, mais j'attends votre avis et n'hésitez évidemment pas à me dire que je suis peut-être à côté de la plaque, la non-participation de beaucoup de gens issus de l'immigration à des questions, il y a beaucoup de essentielles, des faits de société, des bouleversements sociétaux. Là, on parle des retraites, on parle d'écologie, donc on parle en fait de citoyenneté. Quel est le problème? Pourquoi ils ne participent généralement pas? Bien sûr qu'il y en a qui participent, évidemment. Et peut-être même de plus en plus. Je voulais avoir votre avis là-dessus. On commence par vous, Abdeslam Hitache. Alors, merci de m'inviter sur ce sujet qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, j'ai été candidat aux élections législatives et en effet, j'ai eu également ce triste constat du peu de mobilisation justement dans les quartiers et des personnes qui justement ne s'approprient pas le fait politique et c'est bien là le drame. Mais moi je tiens à rappeler que à certains moments, lorsque l'on a eu des excès de certains maires qui ont pris des arrêtés pour interdire les femmes voilées d'aller sur les plages, qui ont été déshabillées sur les plages, à ce moment-là, vous avez eu un tas de personnes qui sont indignées de l'attitude de ces maires. Et à cet instant-là, ils prennent conscience que la politique leur appartient, qu'ils ont le devoir de faire les choses. Mais si vous voulez, sur une courte durée, il y a une indignation générale.
une volonté de se saisir justement du bulletin. Et ensuite, eh bien, il y a une déperdition juste après et un manque de constance justement dans ces choix politiques. Vous savez, moi je vais juste vous reprendre le premier tour de l'élection législative sur la ville de Goussainville. Il y avait une fête organisée par l'association culturelle musulmane de la ville, avec des structures gonflables sur tout le stade, où il y avait eu, alors j'ai envie de vous dire, bien au-delà des habitants de la ville de Goussainville, beaucoup de gens qui sont venus, mais le seul problème, c'est que, vous voyez, et je me disais, si cette capacité-là était justement, se saisissait du bulletin de vote, juste avant d'aller à ce rassemblement, eh bien, le résultat aurait été différent. Donc, les gens, peut-être que ne s'impliquent pas dans la politique. Alors, de manière générale, les gens n'ont plus confiance en la politique. Ouais. Je ne vous apprends rien, quelles que soient les origines, les obédiences. Mais concernant la communauté musulmane ou la communauté arabo-musulmane, on a justement cette démission. Est-ce que les gens ne se sentent pas concernés par le fait politique français? C'est bien un drame. Et c'est bien dommage. En tout cas. C'est la question, mais c'est aussi un triste constat. Jamel Kessou, est-ce que vous, dans votre expertise, vous faites le même constat, à savoir qu'il n'y a pas d'intérêt pour le fait politique français? Et comment vous l'expliquez? Alors, moi, ce que j'aimerais en dire, c'est que aborder cette question de la citoyenneté de manière générale, en abordant les moyens et les finalités sans mettre en évidence la source, me paraît déjà problématique. Une des questions centrales qui me semble être posée, et on est là dans l'ordre de la sociologie, et en l'occurrence, la question de l'appartenance. Olivier de Serres, qui est une de mes références, fait un triptyque qui est culture, environnement, social, et en finalité, sa théorie, c'est que nous sommes enfermés dans ce triangle. Je vous donne un exemple. Si vous êtes de culture arabo-islamique, que vous êtes dans un environnement dit de quartier populaire, forcément, logiquement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Vous sortez délinquant. Et si vous devenez avocat, c'est que la chaîne a été cassée. Et donc, la question de l'appartenance me semble tout à fait essentielle, en ce sens que participer à la vie citoyenne, s'impliquer dans toutes les questions sociales et politiques. Je rappelle quand même que le mot politique, c'est la police, par exemple, c'est les gardiens de la cité, police. Et politique, c'est la vie du quartier et de l'environnement. Et la question que je me pose par rapport à ma propre expérience personnelle, moi j'ai vécu dans les bidonvilles de Nanterre et jusqu'à aujourd'hui je vis dans les quartiers, c'est quelle est mon appartenance ou comment est-ce que je dois situer mon appartenance pour me saisir de l'ensemble des outils qui sont mis à ma disposition. Vous en avez évoqué quelques-uns, les élections, la participation au tissu associatif, pour faire en sorte que nous prenions pleinement, le nous est tout à fait impersonnel, nous prenions pleinement part dans cette citoyenneté. Et je rappelle quand même, pour celles et ceux, beaucoup l'ont vécu, et ont vécu dans des quartiers, en général, nous vivions dans les quartiers nord, c'était le cas à Marseille, c'est également le cas du nord de l'Île-de-France, donc la Seine-Saint-Denis, et donc nous sommes toujours au nord de quelque chose. Et d'ailleurs, la décentralisation de 1986, elle est très importante de ce point de vue, c'est que les institutions françaises ont développé des annexes, la poste annexe, la mairie annexe. Et donc, nous étions en finalité dans des territoires annexés. Et aller au centre-ville, dans la même ville, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on nous amenait tout pour ne pas sortir des quartiers. Donc, discrimination spatiale. La discrimination spatiale, la décentralisation, et en l'occurrence avoir la poste annexe. Pourquoi aller à la poste principale? Pourquoi, et ça m'évite moi, de côtoyer des gens qui habitent la même ville et donc de participer. Et donc nous avions même le terrain de football qui, dans l'autre sens, était un terrain de handball. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'annexion, nous sommes dans un territoire, la France, depuis les années 50, 60, 70, met à disposition d'une partie de la population des territoires annexés, et donc ils ne se mêlent pas
à l'ensemble des citoyens d'une ville. Et donc, la question voilà de une explication du pourquoi. Alors. D'abord, la question du pourquoi. Ouais. Ça veut dire qu'une maladie, Il faut faire le bon diagnostic. Il faut faire le diagnostic. Ah donc, oui, bien sûr. la question sociologique de l'appartenance est tout à fait essentielle. Sinon, on passe à côté de tout ce que l'on pourrait faire pour parvenir à cette citoyenneté pleine et entière. D'accord. Nabil Mechtaziani, est-ce que le fait de mieux se connaître dans son identité, donc dans sa culture, tout en restant évidemment ouvert à la culture universelle, hein, nous on aime les gens ouverts, est-ce que ça peut mieux aider à comprendre un petit peu les enjeux et donc à participer à la vie de la cité? Oui. En réalité, si on fait un état des lieux, il me semble bien qu'il y a deux éléments importants, c'est-à-dire des deux parties. D'une part, il y a un système colonial raciste qui relève du code de l'indigénat, malgré qu'il a été aboli par De Gaulle en 1945, mais il perdure à travers l'administration et toutes les institutions privées, il perdure par rapport à son idéologie, parce qu'il ne faut pas croire, c'est une idéologie. Le racisme discriminatoire, ambiant, direct ou indirect, il s'appuie sur une histoire, sur des idées politiques, oui, des idées... Nabil, les lois, elles ont changé, les lois. Malgré les lois, il y a beaucoup de lois, il y a un dispositif de loi qui sort de France. D'ailleurs, la France est la championne des lois pendues, mais pour les mettre en application, c'est très difficile. Il y a beaucoup de lois à tous les domaines qui ne sont pas encore appliqués. Donc, le système raciste discriminatoire, il est plus têtu que les lois. Et en plus de ça, il y a des associations qui maintiennent ce système. Il y a des partis politiques qui maintiennent ce système. Il y a des médias qui maintiennent ce système. Il y a des pseudo-intellos racistes qui maintiennent. Il y a des culturalistes qui maintiennent ça. Donc, c'est tout un socle de services publics et privés qui maintiennent le système colonial, malgré la loi, malgré les dispositifs et les directives européennes qui ont été pendues, malgré la transposition de ces directives dans la loi nationale, dans le code pénal, dans le code civil, malgré tout ça, mais le système, il est têtu. D'accord. Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose, mon cher Nabil. D'accord, j'entends. Attendez, parce que j'en ai parlé qu'un volet. L'autre volet qui est nous. Ah, bah voilà, c'est-à-dire que. Non, mais oui, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que. Parce qu'il y a deux volets. Nabil, s'il vous plaît, que vous disiez qu'il y a un héritage. Dans tous les pays, il y a un héritage, avec du bon, du mauvais, etc., etc. Ok, très bien. Aujourd'hui, je vous disais, moi, je vous relançais sur des lois. Vous m'avez dit qu'effectivement, il y a des lois qui combattent ça, qui sont contre cela, etc. Bon, très bien. Mais. Je ne peux pas, moi, me contenter de cela pour justifier la non-participation, par exemple, à des élections où M. Abdeslam Haïtache, justement, est présent et se présente, et dit aux gens, voilà, moi je comprends les problèmes de la cité, faites-moi confiance, et qu'il n'y en ait pas un, ou qu'il y en ait très peu, pardon, pour pas non plus dire que tout le monde ne bouge pas. Ils sont pas là. On peut pas. Excusez-moi, Nabil. On peut pas justifier cela en disant oui, mais vous comprenez, il y a De Gaulle, 45. On va pas ça suffit. Je sais. C'est pas possible, Jamel. On y reviendra. Oui, effectivement, mais là aussi, je reviens à ma notion de base qu'est la sociologie. L'accompagnement au changement est une donnée très importante, et en l'occurrence celle de nos nouvelles générations dans la prise en compte de la participation à la citoyenneté. Je donne un exemple simple, pas simpliste mais simple, sur la participation des élections, puisque c'était le cas évoqué. Ben, moi par exemple, et c'est là où nous avons aussi nous notre responsabilité,
mes enfants, depuis qu'ils ont l'âge de 18 ans, et je les accompagne à chaque fois, et ils ont pris maintenant l'habitude d'aller voter. Donc, la question centrale de l'éducation est notre responsabilité. C'est pour ça qu'il faut non seulement accompagner au changement celles et ceux qui n'étaient pas, je dirais, inclusifs dans cette forme intellectuelle qui est de « je participe ». Maintenant, ce qu'il faudrait faire, puisque revenir sur les années 50, 60, notre parcours, etc., c'est une chose. Mais maintenant, notre responsabilité, c'est d'accompagner nos nouvelles générations, et en l'occurrence ses propres enfants. Et depuis que mes enfants ont 18 ans, ils n'ont jamais raté une seule élection. Et donc, ça va devenir... Et là, c'est là où l'éducation rentre en ligne de compte. Et donc, ce système ils vont les perdurer auprès de leurs enfants. Et donc, si nous pouvons, nous, agir et arrêter à un moment de dire oui, mais ils se plaignent, ils ne participent pas, ils se plaignent. Ça, c'est le tenant et l'aboutissant. C'est d'éduquer nos propres enfants. Ça, on peut le faire. Parce que nous sommes en relation constante avec nos enfants. Et qu'eux le feront. Et donc, accompagner ce changement et que ça s'inscrive dans quelque chose de tout à fait normal. Je vous donne un exemple. En 1982, à Nanterre, mon frère était le premier à avoir eu la nationalité française, la carte d'identité française. Il le cachait tellement il avait honte. Et aujourd'hui, dire « je suis français », bon, sauf pour les Algériens, parce qu'on est assez spécial. Mais dire « je suis français » est devenu tout à fait normal pour un jeune universitaire qui va à l'école, etc. Donc, l'accompagnement s'est fait. Maintenant, il faut mettre un plein pied sur la question de la culture et de l'éducation, et que si on commence, nous, à notre propre échelle, à éduquer nos propres enfants, un qui éduque 3 ou 4 enfants, ça va faire boule de neige. Et je peux vous assurer que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sera plus dans cette posture où on va se plaindre à chaque fois. Je vous propose, je connais bien la question des quartiers, mais vous ne m'accompagnez pas pour accompagner le changement. À un moment donné, il faut arrêter d'être victime, de se positionner en termes de victime. Nous sommes pleinement responsables. Hein. On peut trouver des explications ailleurs. Bien sûr. Mais arrêtez de se poser en tant que victime. Abdeslam, alors, ensuite, Nabil. Pour rejoindre le propos de Djamel Guessoum, non pas qu'il soit incomplet, il l'est totalement, sur un volet sur lequel la République a complètement échoué, c'est cette sectorisation des écoles. Et vous voyez, et vous l'avez dit... Qu'est-ce que vous entendez par sectorisation des écoles? En fait, vous avez une cité ou un établissement scolaire juste au milieu, et tous les gamins de cette cité vont dans cette école. D'accord. En fait, aujourd'hui, on vous parle de mixité sociale, mais le mal est déjà fait. On a déjà empêché ou pas permis à des jeunes, justement, d'avoir cette instruction civique, connaître le cadre institutionnel, connaître la République et les principes de la République, pour justement faire les citoyens de demain. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet, qui n'ont pas suivi de cours civiques. Et vous voyez, et même le fait de se mélanger, ce qu'il faut absolument, cette mixité sociale, elle est nécessaire pour que justement, qu'il n'y ait pas, et je pèse mes mots, et le terme n'est pas le mien, mais d'apartheid social. Ouais. Quand on a d'un côté des gens qui évoluent vraiment doucement et d'autres qui vont à l'allure d'un TGV, il y a un vrai problème. Nous avons beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils font leurs études, lorsqu'ils sortent du lycée et qu'ils ont la chance d'aller sur un établissement à Paris, il y a une disparité au niveau de la culture. Il y a un vrai problème parce que certains ont eu accès à la culture, ont eu l'occasion de visiter des musées, et ces jeunes qui vivaient dans les quartiers ont été, et le terme a été employé, ont été assignés à résidence. Tout sur place, on ne bouge pas. La bibliothèque annexe, elle est là. Il y a un bibliobus qui vous ramène des livres. Mais surtout, ne bougez pas. Restez là où vous êtes. Vous voyez, et c'est bien ça le problème. Ben oui, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, messieurs. Nabil Mechtaziani est ici présent. Vous êtes enfant de milliardaire, Nabil? Pas du tout. Très bien, merci. Nabil, il vient avec ses 5 ouvrages que j'imagine il a dévorés et qu'il y en a d'autres dans sa bibliothèque. C'est-à-dire, on a là un monsieur qui aurait pu se dire « Ah oui, mais non, assignation à résidence, ah oui, mais non, machin, ah oui, mais non, ceci, cela, etc. etc. » Mais non. Et il choisit de se cultiver.
Il choisit d'apprendre, il choisit de comprendre, il choisit de s'investir, il choisit de vivre. Donc, moi, à un moment donné, je vous dis la vérité, tous ces autres-là, qui choisissent de ne pas apprendre, de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre, ça commence à bien faire. Non, mais vous faites une erreur là. Alors, vous faites une erreur. Parce que la première thèse que vous avancez, c'est sur la question de l'apartheid social, etc. Mais sans trop vouloir m'avancer, cette théorie concerne les gens qui sont nés en France dans les années 60, 70, qui ont vécu, je ne sais pas si Nabil a vécu cela. Est-ce qu'il a vécu les années 60-70 dans les quartiers? Et donc, sociologiquement, sociologiquement, c'est pour ça que la question sociologique elle est importante. Alors, comment vous faites la différence? Vous faites l'erreur. Vous faites l'erreur. C'est-à-dire que lorsque l'on parle d'apartheid social, de nous conscrire dans des zones où nous sommes entre nous, on se passait même le couscous par la fenêtre. Au bidonville de Nanterre, on se passait le couscous, etc. Mais Nabil, la question sociologique, et c'est pour ça que les sciences sociales sont très importantes, je ne sais pas, il va peut-être nous le dire. Est-ce qu'il a vécu dans les années 60-70 dans les quartiers populaires ou non? Ou s'il n'a pas vécu cela, dans ces cas-là, il est complètement détaché de cette vision et il n'a pas ce poids que nous avons vécu durant des décennies. Moi, ça m'intéresserait de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabil? Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Excusez-moi. Oui, ça fait 32 ans de ça. Voilà, oui. D'accord. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux volets. Il y a le volet de l'adversaire ou du discriminant en face, qui soit institutionnel ou qui soit privé à travers des associations, des partis politique, des administrations de ceci, et il y a aussi le volet qui est nous. Nous, ça se travaille. C'est-à-dire que notre communauté, elle est sortie des indépendances malades. Malade par son ignorance, malade par le manque de l'instruction civique, qui est très important et qui en a parlé. Elle émane de quoi, cette instruction civique? Elle émane de notre culture, de notre appartenance arabo-musulmane. Tous les Maghrébins, pendant 14 siècles, il y a eu la culture arabo-musulmane, qui est un ensemble de valeurs et de principes et d'éthique et d'esthétique, etc., etc. Au lieu qu'après les indépendances de la Tunisie et du Maroc en 56 et de l'Algérie en 62, au lieu de promouvoir cette culture et cette civilisation avec tout l'ensemble de ces principes et valeurs universelles dont l'instruction et l'éducation civique faisant partie, au lieu de faire ceci, non, petit à petit, elle a été entassée, c'est-à-dire elle a été occultée, etc. Et du coup, les générations suivantes qui sont venues, ils se sont trouvés face à la modernité, face à l'industrialisation de cette époque-là, dans les années 60, 70, etc., sans avoir avec eux ces valeurs universelles de leur propre appartenance. Et s'ils avaient promu ça, ils auraient pu apprendre à leurs enfants cette instruction civique ou cette citoyenneté et l'importance de voter et l'importance d'être intégré politiquement. Alors, or, ils ne se considèrent pas intégrés politiquement parce que ça ne les intéresse pas. Ils disent qu'on n'est pas chez nous. C'est qui le eux? Eh bien, la communauté maghrébine, la communauté. Oui, il y a quand même différentes catégories. Il y a celles qui sont venues du Maghreb pour le travail dans les années 60, oui, donc qui étaient là pour se faire et qui n'avaient pas encore, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore posé leur valise. Arrive une génération dans les années 60-70 qui, elle, petit aparté, lorsque j'habitais au bidonville de Nanterre, on n'avait pas l'eau courante, mais on avait une véritable vie sociale. Il y avait une véritable éducation. On l'a perdue quand on est passé dans les quartiers. Mais là où je me pose la question, c'est de savoir qu'il faut bien distinguer nos parents qui sont venus dans un but économique. Ensuite, nous, les années 60-70, où nous avions, il y avait certaines catégories, est arrivée la génération des années 80 et 90. Il n'y a pas eu effectivement de passation entre ces différentes générations.
Mais nous qui sommes nés dans les années 60-70, nous avons toute l'attitude pour prendre nos responsabilités. Les premiers éducateurs, c'est les parents, c'est pas forcément les institutions. Eh bien, c'est une très très bonne conclusion, messieurs, le temps nous est compté. Mais on se retrouvera évidemment pour poursuivre ces débats. Bienvenue à vous dans On en discute. Vraiment, c'est très important, je crois, ce que nous sommes en train de dire, en espérant évidemment que cela se portera ses fruits parce que ce qui est intéressant, si je fais l'union entre vos deux propos là, c'est que rien n'est perdu alors. C'est qu'il ne s'agit que de temps. Voilà, que maintenant il est temps de poser ses valises, pour reprendre votre expression. Nos responsabilités. Et évidemment, et la responsabilité des parents. Tout le monde est responsable. Merci messieurs, à très bientôt dans un nouveau numéro d'On en discute sur RTV.